conférence Choiseul Sang Africa. Je débute tout de suite en appelant sur la scène Madame Muriel Pénicaud, ambassadrice déléguée aux investissements internationaux et directrice générale de Business France, et Pascal Laureau, président de l'Institut Choiseul, pour l'ouverture de la rencontre. Bonjour à tous et à tous, Monsieur le Ministre, cher Emmanuel, cher Pascal Laureau, tous, voilà, on est très heureux de vous accueillir chez Business France. On est très heureux de vous accueillir chez vous, parce que Business France, c'est la maison des entreprises, et c'est la maison de la France économique à l'international. Donc c'est la maison aussi bien des leaders africains que des entrepreneurs français, les 150 entrepreneurs français qui sont venus cet après-midi vous rencontrer et, je dirais, voir comment on pouvait accélérer ensemble les opportunités d'affaires. Un mot sur Business France. Business France a été créé il y a 18 mois par la fusion d'UbiFrance qui s'occupait de l'export et de l'Invest in France Agency qui s'occupait de la prospection et l'accueil des investissements étrangers. Aujourd'hui, Business France, ce sont 1500 personnes dans 72 pays, dont 11 pays en Afrique qui couvrent à eux-mêmes, rayonnent sur 27 pays. Et en fait, c'est avant tout du capital humain. On a 50 nationalités, ce qui est assez rare dans une agence publique nationale. Mais avec 80% de gens qui viennent du business, 20% de gens qui viennent de la fonction publique, et cette culture hybride, multiculturelle et privée et publique, c'est ce qui nous permet modestement chaque jour d'essayer d'aider les entreprises, exportateurs ou investisseurs. L'année dernière, nous avons accompagné 10 000 entreprises qui ont pris pied sur les marchés étrangers dans 72 pays à l'export, et nous avons fait venir 500 nouveaux investisseurs de 50 pays, 19 par semaine, qui sont venus s'installer en France, et c'est la moitié des investisseurs qui ont décidé de venir en France. Et puis nous avons aussi en charge la promotion de l'image économique de la France à l'international, et donc ce sont les actions qu'ont fait les Facts and Figures de la France, ce sont les campagnes comme Creative France, et puis c'est la promotion internationale de la French Tech, autre sujet qui nous intéresse en commun. Alors aujourd'hui, notre but c'est, comme tous les jours, d'être, et c'est pour ça qu'on est ravis, pas simplement d'accueillir l'Institut Choiseul comme la dernière fois, mais cette fois-ci de mener ensemble un événement. On est ravis de vous aider à connecter. Le but c'est de connecter entre leaders, jeunes leaders africains et entrepreneurs français, mais aussi d'accélérer vos opportunités de business et de réussir de nouveau. Je crois que le talent d'Institut Choiseul, de Pascal, c'est vraiment de justement chercher les talents. Le business is made by people and for people. Donc je crois que le plus important, le moteur le plus important du business, c'est les talents. C'est pour ça que nous sommes particulièrement importants. Et puis vous pouvez avoir confiance, ils sont assez bons à l'Institut Choiseul pour détecter les talents, parce que avant Choiseul Africa, sur Choiseul France, la première promotion qu'ils ont trouvée, tout à fait par hasard, il s'appelle Emmanuel Macron, il est là. Monsieur le ministre, Madame la Directrice Générale, chers amis, permettez-moi tout d'abord, au nom de tous nos amis africains ici présents, en mon propre également, de vous dire tout le plaisir qu'on a participé à ce moment de convivialité, d'échange cet après-midi. Alors, l'Afrique, on sait, Monsieur le ministre, vous savez, l'Afrique c'est une part de notre avenir, de notre futur. Toutes les choses qui se passent là-bas vont déterminer largement l'avenir de la France et l'avenir de l'Europe. L'Afrique c'est également un continent finalement où il y a toute une jeunesse qui est bien formée, ouverte sur le monde, connectée, hyper dynamique, hyper active, entreprenante, ce qu'on aime, et qu'on aimerait encore voir plus en France d'ailleurs, et plein de choses beaucoup de choses qui passent, qui sont très très positives, et je pense que à travers notre classement, à travers les initiatives qui sont les nôtres sur l'Afrique, c'est ce message positif qu'on essaye de faire porter le plus loin possible auprès des dirigeants économiques français, des dirigeants politiques françaises, mais ça va finalement au-delà de nos frontières parce qu'on a un vrai rayonnement international et notamment panafricain. Donc c'est ce message qu'on veut faire passer. Donc l'Afrique est maintenant tournée, poussée vers le futur, vers la compétitivité, la croissance économique et le développement, grâce à toute cette classe de nouveaux dirigeants qui émergent, dont une grande partie est présente aujourd'hui parmi nous, parmi vous, et je m'en réjouis. Alors, on a eu, depuis hier matin, l'occasion de rencontrer un certain nombre de personnes. Le Premier ministre nous a reçus à Matignon pendant une bonne heure et demie, donc il faudra retenir un merveilleux. On a été reçus par la présidente de l'Île-de-France également, Madame Pécresse. On a été reçus à la mairie de Paris aussi dans l'après-midi. On a eu des éléments un peu plus intimistes, on va dire, hier soir. Aujourd'hui à déjeuner, on a été reçus dans des incubateurs de la ville de Paris, Paris Senco, qui nous ont permis de rencontrer, d'échanger avec des startups
de la CGIA, nous a exposé un petit peu leur projet, et même inviter nos amis africains, pourquoi pas investir dedans, à faire du seed funding, etc. Et je pense que c'est une bonne idée, parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, l'Afrique va revenir aussi en Europe. C'est le Sud qui va nourrir le Nord, alors que nous, on a nourri le Nord, pas du Nord, le Sud pendant quelques années. Et je pense que c'est juste le retour des choses. Donc voilà, on a eu vraiment 2 journées très très utiles, et pour moi, il était inconcevable de ne pas passer dans votre maison Muriel, qui est un lieu ou un trait d'union, bien sûr, entre le monde des affaires et le reste du monde, et puis de ne pas rencontrer et d'avoir un moment privilégié d'échange avec Emmanuel Macron, qui incarne aux yeux d'un grand nombre de Français, mais surtout, je parle au nom des Africains, la modernité de la France qui est tournée vers les nouvelles technologies, la France qui est à l'écoute du monde. Et donc je voulais vous dire, Monsieur le Ministre, que beaucoup m'ont dit de vous dire qu'ils sont vraiment très très heureux d'avoir ce moment privilégié avec vous. Et avec vous tous, bien sûr, aussi. Donc au niveau de la séquence, on va avoir, après l'intervention du ministre, donc 4 des membres du classement du choix de Africa, 4 lauréats qui vont venir. Il va y avoir un échange avec le ministre. Et puis ensuite, ça sera un échange avec vous tous, avec la salle, le ministre, les dirigeants africains et les représentants de la communauté économique française. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Muriel. Merci, Pascal. Alors, donc, vous êtes les bienvenus cet après-midi. Bienvenue pour vos questions, bienvenue pour investir en France et bienvenue pour l'amitié. Voilà. Monsieur le ministre, à vous. Bonjour à toutes et tous, Madame la Directrice Générale, merci de nous accueillir dans ces lieux qui nous sont chers. Et bienvenue à toutes et tous. Je suis ravi d'avoir l'opportunité, en effet, de cet échange et de ces différents temps. Parce que, vous l'avez dit, entre l'Afrique et la France, l'Afrique et l'Europe, il y a une histoire, il y a un avenir. Il y a une histoire parce que, au fond, nous sortons de plusieurs décennies d'un passé qui ne veut pas passer. Et ce qui est un problème pour nous tous. Et c'est pourquoi je trouve que cette initiative de faire émerger une nouvelle génération, c'est, je pense, l'une des clés de la réussite commune de la France et de l'Afrique. Pourquoi? Parce que pendant beaucoup d'années, en France en particulier, certains ont voulu oublier qu'il y avait une histoire coloniale. Plutôt, ils ont voulu la perpétuer. Ça a donné une merveilleuse formule de la France-Afrique, c'est-à-dire qu'on a fait comme si la décolonisation n'avait pas eu lieu. Certains s'y sont essayés dans d'autres pays. Ça n'a pas été la meilleure option, et pour la France et pour l'Afrique. Ça n'a pas permis le développement nécessaire en Afrique, ça n'a pas permis de mettre en place une économie stable, ça n'a pas permis d'assainir justement la nature de ces relations et d'avoir une relation vraiment équilibrée. Et ensuite, d'autres ont pensé que la meilleure solution, c'était de, au fond, plonger dans le déni et de tout faire comme si nous n'avions aucune relation particulière entre la France et l'Afrique. Et donc, presque d'oublier ce continent, de considérer que, au fond, ça n'était pas une terre d'avenir, qu'il y avait presque même une histoire un peu honteuse sur laquelle il fallait jeter un voile. Et nous avons, ce faisant, laissé souvent l'Afrique à ses propres problèmes. Nous avons laissé d'autres venir, et collectivement, nous n'avons pas tiré tous les enseignements. La nouvelle génération qui arrive aux affaires de part et d'autre doit tirer les leçons de ses erreurs passées et prendre en considération le fait que oui, il y a une histoire millénaire entre l'Europe, en particulier la France, et l'Afrique. L'Afrique francophone comme l'Afrique anglophone. Mais que cette histoire, c'est notre force. C'est la profondeur de relations humaines, culturelles, qui ont des ramifications dans nos systèmes politiques, dans nos systèmes économiques. Et qu'il ne faut absolument rien nier des erreurs passées, des scandales, des injustices. Mais qu'il faut regarder en face l'avenir et se dire, au titre de cette histoire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans une relation repensée et équilibrée. Parce que c'est ça notre défi commun, c'est le défi de notre génération. Alors pour ce faire, il faut justement regarder en face ce que sont nos défis. Et je pense que nous avons, en France, en Afrique, beaucoup de défis communs. Et c'est, je dirais, au titre de ces défis qu'on peut nourrir
me semble-t-il, beaucoup d'espoir. D'abord, un défi économique. Quand on regarde nos situations, il y a une forme de symétrie parfaite. Nous sommes dans un continent mature, avec un écosystème d'innovation, d'enseignement, des infrastructures stables, des systèmes politiques et démocratiques peut-être trop sophistiqués parfois, avec une lenteur de décision réelle, des résistances au changement nombreux, et le risque d'une stagnation séculaire à nos portes. Précisément parce que les contraintes que porte ce continent sont multiples. Et même si les choses s'améliorent, les chiffres macroéconomiques sont meilleurs, les perspectives ne sont pas à 2 ou 3%, en tout cas africain. Et en même temps, un continent africain qui, on le sait, aujourd'hui a une croissance annuelle moyenne supérieure à 5%, avec, pour plusieurs pays, les vôtres, des chiffres de croissance qui nous font palier pendu. Mais des défis pour diversifier les économies, pour trouver justement de nouvelles perspectives de croissance, pour avoir des infrastructures plus stables, une éducation qui suive justement ce changement et les révolutions. Et par contre, nous avons de part et d'autre à vivre la grande transformation du siècle qui s'ouvre, qui est la transformation numérique. Et celle-ci, elle touche à plein nos économies et au même rythme. Et ça, il faut le voir en face. La France est traversée par cette révolution du numérique qui vient la bousculer dans sa structure. Parce que ce sont les métiers des classes moyennes sur lesquels nous nous étions appuyés qui sont profondément impactés par cette révolution, avec des compétences qui changent, qui se transforment. Dans les banques et les assurances, pour ne prendre qu'un exemple, plus de 60% des métiers d'aujourd'hui n'auront plus cours dans 10 ans. Nous créons chaque année 1500 startups. Il y a de beaux exemples dans la salle de leaders français qui font partie de cette génération. Quand on demande à des jeunes Français ce qu'ils veulent faire, ils veulent d'abord devenir entrepreneurs. Et nous sommes en train de conduire ici une révolution culturelle, économique, qui passe justement par cette transformation qu'est le numérique et qui bouleverse les modes de consommation, d'investissement, d'innovation, de production. Et le numérique frappe aussi rapidement le continent africain. Plutôt vient en quelque sorte comme une opportunité inédite. Et il n'y a pas une histoire linéaire à ce titre. Ceux qui pensaient que l'Afrique devrait rentrer dans l'ère de l'analogique avant de connaître le numérique se sont profondément trompés. L'Afrique s'équipe plus vite qu'aucun autre continent de mobile. L'Afrique est le continent qui a les chiffres de croissance, par exemple, du paiement sans contact les plus rapides. Je regardais encore les chiffres du PIB kényan. 30% du PIB kényan se fait par transaction sur le mobile. Donc il y a une révolution numérique qui, en quelque sorte, s'accélère avec le rattrapage de l'économie africaine. Et donc oui, un défi commun à relever dans cette grande transformation. Ensuite, nous avons un défi démographique. Il faut là aussi regarder en face. D'ici 2050, l'Afrique gagnera des habitants, l'Europe en perdra. Si nous ne sommes pas conscients de cette réalité profonde, structurelle, on ne peut pas comprendre ce que nos économies, nos pays, nos sociétés ont à faire ensemble. À cela s'ajoute le fait que la jeunesse donc africaine sera au pouvoir, elle sera majoritaire, et qu'en même temps, un quart de l'humanité vivra en Afrique en 2050, un quart, que l'urbanisation continuera à croître. L'Afrique comptait 3 villes de plus d'1 million d'habitants en 1960, 54 en 2013, elle en comptera plus de 100 en 2030. Et donc le phénomène urbain, qui est une réalité historique pour plusieurs pays d'Afrique, je pense à l'Égypte, au Nigeria, qui se sont construits autour de ces modèles de grandes villes, est en train aujourd'hui de se propager dans toute l'Afrique, et l'urbanisation africaine sera une transformation profonde. Le développement des classes moyennes en Afrique sera une autre transformation profonde sur le plan démographique, avec un défi commun, celui de la mobilité, et celui d'une mobilité là aussi à repenser. Parce qu'il ne s'agit plus pour les élites africaines, et vous en êtes un formidable exemple, de venir apprendre en Europe et rester s'enrichir en Europe et organiser des flux financiers privés entre l'Europe et l'Afrique. Ce temps-là est fini.
c'est de venir s'éduquer en Europe, en Asie, aux États-Unis, de développer un système éducatif d'excellence en Afrique et de venir réussir en Afrique et de tirer leur pays. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et beaucoup des jeunes Français auront des perspectives de croissance sur le territoire africain. Donc nous aurons à repenser ces équilibres. Beaucoup de nos entreprises qui ont acquis une compétence dans l'urbanisation auront à se développer sur le territoire africain qui deviendra un territoire de croissance, d'innovation dans ces domaines qui sont historiquement les domaines d'excellence de l'Europe et de la France. Nous avons, ce faisant, en commun un défi éducatif à penser. En Afrique, celui d'accompagner cette classe montante qui va transformer le continent et puis de préparer cette jeunesse qui arrive. Nous, de préparer une jeunesse qui aura à vivre la grande transformation que j'évoquais. C'est-à-dire la sortie d'une époque où on pensait qu'à 25 ans, on avait tout appris. Parce que nous rentrons dans un monde où il faudra apprendre tout au long de sa vie parce qu'on changera en permanence d'activité et de secteur. Ce défi, nous allons le vivre en même temps. Défi sécuritaire aussi, parce que nos continents sont traversés par le risque religieux, le risque terroriste, qu'il ne faut jamais totalement mélanger, le risque de faire des amalgames, mais qui sont là, présents à nos portes, avec les attentats odieux qui ont été perpétrés en Afrique durant ces dernières années et qui touchent le continent européen et plus particulièrement la France et la Belgique ces 18 derniers mois. Donc oui, face à ces défis, nous avons des organisations à trouver dans nos sociétés, des coopérations à définir entre nos gouvernements, nos armées, une politique étrangère et de développement à conduire ensemble qui doit intégrer cette dimension. Et là aussi, une politique de développement dans la cybersécurité, dans tout le secteur d'affaires qui se déploie derrière ces enjeux, à repenser. Et enfin, le défi environnemental, parce que la pression climatique se fait sentir sur nos continents. En Europe, comme en France, les catastrophes se multiplient. Ces derniers jours ne vous ont pas échappé, puisque vous êtes à Paris en période de crue historique de la Seine, surtout alors même que plusieurs de nos départements connaissent des situations très difficiles. Mais en Afrique, des sécheresses, aux neiges du Kilimandjaro, en passant par les situations d'inondation nombreuses, vous savez ce qu'est le risque de catastrophe climatique. Et notre défi commun, c'est de justement penser les régulations de nos systèmes, la transformation, là aussi, de nos modèles de production pour intégrer cette dimension climatique, avec un point tout particulier que nous avons, là aussi, à travailler ensemble et à penser ensemble, qui est l'accès à l'énergie, qui est un domaine fondamental de la coopération franco-africaine. Un travail considérable a été conduit par Jean-Louis Borloo ces derniers mois, justement pour travailler à l'électrification du continent africain. Je pense qu'il a raison. C'est un défi qui a été aussi partagé par la Banque africaine de développement et M. Adesina, qui a été pris en main également par plusieurs initiatives panafricaines. Mais quel en est l'objectif? De permettre le développement économique partout, de permettre l'accès à la lumière et donc à la vie sociale normale, à la sécurité, à l'éducation, dans une grande partie de l'Afrique. Donner l'accès à l'énergie, c'est donner l'accès à la lumière, c'est donner l'accès au développement dans un continent qui est encore trop dépourvu de ses ressources fondamentales. Et donc ce défi, nous l'avons également en commun parce que c'est la clé du développement africain, mais c'est la clé de notre co-développement et donc d'une transformation progressive. Et vous voyez, tous ces défis, pour moi, tracent le chemin d'une aventure commune à inventer dans les prochaines années. Parce que face à ces défis, nous devons avoir des réponses ensemble. Elles passeront par les gouvernements. Quand on parle de sécurité, quand on parle de déploiement de grandes infrastructures, il y a des ponts qui continueront à être dessinés par les gouvernements. Le développement, les affaires étrangères, les affaires militaires, et qui doivent se faire sur la base de partenariats équilibrés. Nous sommes en train de le redessiner avec plusieurs pays africains, je pense en particulier au Nigeria que j'évoquais, puisque le président Buhari a fait justement du sujet sécuritaire, à raison, un de ses axes principaux. C'est aussi ce que nous sommes en train de redéfinir avec l'Égypte, la Tunisie entre autres. Mais au-delà de ces liens, il y a à repenser un vrai partenariat rééquilibré. Et c'est d'ailleurs ce que
il y a 2 ans, le rapport conduit par Lionel Zinzou, Hubert Védrine et Jean-Michel Severino avait proposé. Je pense qu'ils avaient fondamentalement raison. C'est ce que la Fondation, créée et présidée par Lionel Zinzou, a permis d'ailleurs de commencer à faire, on doit continuer. C'est de chercher partout les situations qui permettent de créer ce partenariat équilibré, c'est-à-dire qui permettent aux leaders africains d'avoir des points d'accès et de développement en Europe et en particulier en France, et de trouver les modes de développement et d'investissement pour les entreprises françaises qui permettent ce co-développement en Afrique, et qui ne sont plus un modèle post-colonial, qui ne sont plus le déni, mais qui sont un vrai modèle de co-développement partagé, avec en particulier une place donnée aux entrepreneurs africains. Parce que les entrepreneurs ont cette responsabilité de porter de nouveaux modèles de croissance. C'est-à-dire de partir de la solitude de celui qui crée, de connaître ce qu'est l'agilité et en même temps tous les défis de la petite et moyenne entreprise, pour parfois, j'en ai eu l'exemple il y a un instant, créer de vrais groupes à l'échelle du continent africain. Mais derrière ça, il y a l'histoire d'une croissance propre, du développement endogène, d'une vraie mobilité économique, sociale, à l'échelle d'un pays et parfois de plusieurs pays. Et c'est par l'entrepreneuriat, entre autres, que l'Afrique inventera ce nouveau modèle de croissance pour elle-même, mais qu'elle permettra aussi à la France de co-inventer ce partenariat équilibré. Et donc c'est cela, dans les prochaines années, que nous devons dessiner tous ensemble, en renforçant donc notre présence là où c'est utile, l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, le numérique, là où nous avons une expertise et, si je puis dire, une antériorité avec des groupes qui sont connus, qui continuent à se développer et contribuent au développement africain, et j'en vois d'ailleurs beaucoup qui sont présents dans vos partenaires, et en même temps, en permettant justement à tous ces entrepreneurs, toutes ces petites et moyennes entreprises, de se développer à plein. Et continuer à le porter à travers notre politique de développement, l'Agence française de développement, Business France, qui, par la voie entrepreneuriale, aide justement à ce développement, et en jouant à plein aussi sur nos partenariats historiques, culturels. La francophonie est un axe de ce développement. Mais cette francophonie, elle doit être pensée comme le partage d'une culture, d'une langue commune, mais elle doit être aussi pensée dans son dépassement, c'est-à-dire le travail conjoint avec une Afrique anglophone, entrepreneuriale, forte, qui a à s'étendre et à vivre dans la totalité du continent. Il suffit qu'à voir l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique orientale pour comprendre à chaque instant les intrications qu'il y a entre une Afrique anglophone et une Afrique francophone. Et nous avons à aider justement dans ces passages, ces liens, ce que l'entrepreneuriat et les systèmes politiques permettent de faire. Et c'est donc autour de ces voies, à mes yeux, que nous devons collectivement travailler. C'est celle qu'on a essayé de pousser à travers le travail conjoint avec plusieurs entrepreneurs africains ces dernières années, et dans chacun de mes déplacements, c'est cela que j'ai essayé de conduire. Et au fond, je terminerai là-dessus, notre passé, c'est notre richesse. Mais c'est notre richesse quand nous avons réussi à le digérer, à s'en imprégner sans être prisonnier, sans être obsédé de celui-ci, mais en considérant à chaque instant qu'il est une force. Le passé, c'est une formidable richesse quand on a retrouvé le goût de l'avenir. Et ce que vous représentez aujourd'hui, c'est le visage d'une Afrique qui a envie de réussir, qui a le goût de l'avenir, avec ses différences, avec des difficultés à certains endroits, des soubresauts, mais qui a envie d'aller de l'avant. Et le visage de la France que je veux que vous reteniez, qui est celui qui réside au plus profond du pays, quelles que soient parfois les images trop faciles. C'est une France qui est en train de retrouver le goût de l'avenir, le goût de réinventer, le goût de changer, et qui a pleine conscience que ce qui s'ouvre à nous n'a rien à voir avec le monde d'hier. Et donc oui, la génération que vous représentez ici, le rôle qui est le vôtre dans chacun de votre pays, est très voisin de celui que j'estime être le mien ici.
en France et qui est partagé par plusieurs de celles et ceux qui vous accompagnent. Réussir à dépasser ce qui a emprisonné nos aïeux. Réussir à inventer un nouveau futur équilibré pour l'Afrique et pour la France. Parce que c'est par là que nous construirons notre avenir. Merci pour votre attention.